Salut tout le monde, on ouvre ce nouvel octogone sur le débriefing de l'Iran. Évidemment, quand j'ai fait ma première vidéo à chaud, certaines informations n'étaient pas encore publiques. Maintenant, on sait que l'Iran a prévenu la Turquie et les États-Unis 72 heures à l'avance. Les États-Unis l'ont dénié. Alors c'est toujours assez étrange d'un point de vue diplomatique. Voulait-il ou pas éviter l'escalade? Bon, bien sûr qu'ils voulaient éviter l'escalade dans l'ensemble, mais quand même, voilà, ils ont daigné avoir été prévenus 72 heures à l'avance. Or, on sait maintenant que c'était exact, que l'Iran avait prévenu donc la Turquie, notamment, mais les États-Unis aussi directement, à l'avance, bien sûr, de ces frappes. Et puis, il y avait bien sûr aussi la lenteur des drones, quoi. Utiliser des drones qui sont aussi lents, c'est une façon de reprévenir si c'était nécessaire. Quelques bémols toutefois. Alors j'avais bien souligné que les missiles hypersoniques iraniens n'ont pas été utilisés, ce qui là, pour le coup, aurait été une escalade très très sérieuse. En effet, l'Iran a démontré des vulnérabilités plus graves dans le système défensif israélien que prévu. C'était pas simplement une sorte d'échange, il y avait vraiment l'activation des radars, bien sûr, côté israélien et côté États-Unis et Royaume-Uni en Irak. Mais pas seulement, vous aviez aussi donc un premier repérage radar, en particulier sur les hauteurs du Golan, le plateau du Golan. Et donc, c'était un peu plus sérieux que ce qu'on aurait pensé, bien sûr, aucune victime dans l'ensemble, donc c'était pas quelque chose de politique non plus. Maintenant, on oublie vraiment de souligner à quel point la politique intérieure a été essentielle dans les deux camps, hein. C'est vraiment la politique intérieure israélienne aujourd'hui qui détermine beaucoup de choses, et en particulier l'importance en Israël de continuer à maintenir, du point de vue politique, cette notion d'un état de siège, cette notion de ce que toute critique, toute réserve vis-à-vis des positions du cabinet de guerre ou de sa stratégie, ou en particulier de Netanyahou, qui lui-même, donc, comme je vous le rappelle, est en train de se faire attaquer sur une certaine frange de son aile droite. Je pense bien sûr à Smotrich, parce que Ben Gvir n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais Smotrich qui, d'un côté, est très à droite, mais de l'autre est en train de militer pour que les religieux soient obligés de faire leur service militaire, ce qui est ultra clivant, en particulier à droite. Il fait ça pour se démarquer, bien sûr. Je ne pense pas que ce soit une stratégie payante, mais la politique intérieure israélienne aujourd'hui est en train d'appeler systématiquement un retour à cette notion d'un état de siège permanent, d'une menace permanente et totale, pour éviter toute contradiction. Mais bon, on voit bien que dans les rues d'Israël, c'est pas comme ça du tout que ça se passe, même si, là aussi, les médias en parlent très peu, voire pas du tout. Toujours pour ces raisons subtiles, d'une part parce que les expatriés ont ce sentiment vraiment de culpabilité sous-jacent et donc ne peuvent en aucun cas critiquer la politique intérieure israélienne. En tout cas pas publiquement, en privé ça c'est encore autre chose, mais d'autre part parce que vous avez vraiment cette idée que il faut donner l'impression que le cabinet de guerre est en quelque sorte infaillible, et c'est vraiment pas du tout le cas. Ce qui vous donne, ce dont j'avais parlé dans l'octogone précédent, toujours ces fuites qui viennent bien sûr de sources israéliennes. J'en avais parlé aussi dans l'octogone tech concernant le logiciel Lavender, qui a donc été fuité par des membres de l'armée israélienne à des journalistes israéliens qui l'ont fuité à l'international, le Guardian l'a repris, etc. Mais somme toute, très peu de journaux l'ont repris. D'où le travail de l'octogone. Et puisqu'on parle de fuite, j'ouvre en réalité sur la première page de cet octogone, à savoir une fuite d'un mémo du New York Times dévoile que des journalistes ont été sommés d'éviter les mots génocide, nettoyage ethnique et territoire occupé. En pleine bataille interne autour de la couverture médiatique de la guerre en Israël par le New York Times, les principaux rédacteurs ont émis une série de directives. Et c'est donc Jeremy Scale, Ryan Grim, dans The Intercept qui publie ça. Et je souligne le fait qu'à chaque fois, ce sont des fuites de gens qui en fait en ont marre, et c'est particulièrement valable en Israël, c'est valable aussi dans certains médias. Quand des Israéliens, des hauts fonctionnaires ont fuité le plan du Likoud d'évacuer la totalité de Gaza, c'était des Israéliens qui avaient servi dans les forces armées et qui étaient horrifiés par la politique du Likoud. C'était pareil pour le cas de Lavender. À chaque fois, c'est des gens en interne qui pensent vraiment que les intérêts de leur pays ne sont pas servis par ce qui est en train de se passer actuellement. Et là, dans le cas du New York Times, c'est peut-être un billard à deux bandes, parce que pendant la guerre froide, par exemple, le New York Times était très connu pour organiser des fuites qui ne pouvaient pas être annoncées officiellement par le gouvernement des États-Unis. Souvent, le New York Times était une façon de prévenir les soviétiques, pendant la guerre froide donc, de certaines choses
que l'administration en cours ne pouvait pas annoncer ou discuter. Et je vois vraiment ces fuites-là comme quelque chose de cette nature, c'est-à-dire un message, pas seulement un travail journalistique qui a été fait, des fuites qui ont été organisées, des grands médias qui peuvent les reprendre, en l'occurrence qui ne les reprennent pas, sauf pour The Intercept, qui n'est pas vraiment un grand média. Mais donc, je vous lis la dépêche. Le New York Times a demandé aux journalistes couvrant la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza de restreindre l'utilisation des termes génocide, nettoyage ethnique et d'éviter d'utiliser l'expression territoire occupé pour décrire la Cisjordanie, selon la copie d'une note interne obtenue par The Intercept. Le mémo demande également aux journalistes de ne pas utiliser le mot Palestine, sauf dans de très rares cas, et d'éviter le terme camp de réfugiés pour décrire les zones de Gaza historiquement peuplée par des Palestiniens déplacés, expulsés d'autres parties de la Palestine lors des précédentes guerres israélo-arabes. Ces zones sont reconnues par les Nations Unies comme des camps de réfugiés et abritent des centaines de milliers de réfugiés enregistrés. Alors que le document est présenté comme un aperçu du maintien de principes journalistiques objectifs dans les reportages sur la guerre à Gaza, plusieurs membres du New York Times ont déclaré à The Intercept que certains de ces contenus montrent la preuve de la déférence du journal envers les récits du cabinet de guerre. Distribué pour la première fois aux journalistes du New York Times en novembre, ces lignes directrices, qui ressemblaient et développaient les anciennes directives de style concernant le conflit israélo-palestinien, ont été régulièrement mises à jour au cours des mois qui ont suivi. Ils présentent une fenêtre interne sur la pensée des rédacteurs internationaux du New York Times, alors qu'ils ont été confrontés à des bouleversements au sein de la rédaction suite à la couverture de la guerre à Gaza par le journal. Je cite, « Publier des directives comme celle-ci pour garantir l'exactitude, la cohérence et la nuance dans la façon dont nous couvrons l'actualité est une pratique courante », a déclaré Charlie Statlander, porte-parole du New York Times. « Dans tous nos reportages, y compris sur des événements complexes comme celui-ci, nous veillons à ce que nos choix linguistiques soient sensibles, actuels, enfin sensibles dans le sens, en effet, sensitive en anglais, actuels et clairs pour notre public. » Alors, ça, c'est fascinant parce que, en effet, ce sont des éléments de langage. C'est pas respectueux de la charte de Munich, mais il faut vraiment le voir dans le fait que ce sont des journalistes eux-mêmes, certains en l'occurrence qui sont des soutiens à Israël, qui ont tenu à fuiter ça. Et c'est quand même marquant, d'abord parce qu'on se retrouve avec une conséquence diplomatique complètement inattendue de la politique de Netanyahou, qui est la résurgence massive et en bloc de la solution à deux États dans les chancelleries internationales, en particulier en Chine. Ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est un contre-feu absolument total à la politique de Netanyahou. Mais en plus, même en Israël, ça commence à discuter de la solution à deux États, aussi bien dans la rue qu'à la Knesset. Et ça, c'est quelque chose de complètement inattendu. Donc c'est toujours surprenant de voir que tout n'est pas blanc ou noir et que parfois des actions excessives, comme cette censure du New York Times, on ne peut pas dire vraiment les choses d'une façon différente. C'est une censure avec des éléments de langage qui ne sont pas journalistiques. Et en fait, ça produit l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fuite, parce que des journalistes le fuitent, certains qui se revendiquent d'être pro-israéliens, mais le fuitent quand même, ce qui est aussi très intéressant et impressionnant. Et puis, on voit que le New York Times s'est complètement censuré sur certains sujets. On le savait déjà dans le cas de la guerre en Irak. C'est assez fascinant de voir que certains pensent que le New York Times est à gauche aux États-Unis. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je me rappelle quand je vivais aux États-Unis, le New York Times avait une réputation d'être à gauche, centre-gauche, faut pas non plus s'exciter, mais avait fait un article complètement lunaire sur Dick Cheney. On était en 2006-2007, donc la guerre en Irak était déjà bien engagée, et il y avait donc cet article absolument dingue et déférent sur Dick Cheney dans ce journal prétendument de centre-gauche. Dick Cheney, bien sûr, étant un faucon ultra-droitier aux États-Unis. Donc, toujours se rappeler que c'est le principe du yin et du yang. Vous avez du noir dans le blanc, du blanc dans le noir. C'est très important de distinguer et d'être nuancé quand on analyse l'actualité. Google licencie 28 employés ayant protesté contre le contrat de l'entreprise avec le gouvernement israélien. Google a annoncé jeudi avoir licencié 28 employés après que certains aient participé à des manifestations contre le contrat cloud de l'entreprise avec le gouvernement israélien. Dans une déclaration sur Medium, les employés de Google affiliés à la campagne No Tech for Apartheid ont qualifié cela d'acte de représailles flagrant et ont déclaré que certains employés qui n'avaient pas directement participé aux manifestations de mardi faisaient également partie des personnes licenciées par Google. Pareil, le paradoxe, c'est que vous avez dans certains des employés qui ont soutenu cette campagne des gens qui ont rapporté être pro-israéliens. Donc toujours cette nuance intéressante dans ces nouvelles. Les employés de Google ont le droit de protester
protester pacifiquement contre les termes et conditions de notre travail, ajoute le communiqué. La faction protestataire affirme que le projet Nimbus, un contrat de 1,2 milliard de dollars attribué à Google et Amazon en 2021 pour fournir des services cloud au gouvernement israélien, soutient le développement d'outils militaires par le gouvernement. Dans sa déclaration, Google a affirmé que le contrat Nimbus ne vise pas des charges de travail hautement sensibles, classifiées ou militaires liées aux armes ou aux services de renseignement. Les protestations contre Google ne sont pas nouvelles. En 2018, les travailleurs ont réussi à pousser l'entreprise à suspendre un contrat avec l'armée américaine, le projet Maven, destiné à analyser les images aériennes de drones avec une application potentielle dans la guerre. Alors il faut se rappeler que Google avait ce fameux slogan « Don't be evil ». Mais l'histoire même, la structure même de la Silicon Valley empêche vraiment ce genre d'état d'âme, puisque la Silicon Valley a bénéficié de financement militaire dès le début de son existence. Et je parle bien au tout début, quand la Silicon Valley émergeait avant même la Première Guerre mondiale, avec les radios amateurs, le développement de l'industrie radio en général. Pour s'éloigner de Menlo Park, New Jersey, maintenant il y a un Menlo Park dans la Silicon Valley aussi, où Thomas Edison avait tous les brevets, ça a donné d'une part Hollywood, qui n'est pas dans la Silicon Valley, mais l'idée était d'être proche de la frontière mexicaine pour planquer le matos cinématographique qui violait les brevets de Thomas Edison. C'est ça l'origine d'Hollywood. Et pour la Silicon Valley, c'était vraiment pareil. Vous aviez tout un tas d'opérateurs radio amateurs, développeurs de radio, qui ensuite ont bénéficié de contrats militaires majeurs juste avant la Première Guerre mondiale. Et après, ça n'a fait que continuer dans l'entre-deux-guerres, après la Deuxième Guerre mondiale, le développement du transistor, etc. Donc tout ça pour dire que Google, au même titre que Facebook, qui avait reçu de l'argent de In-Q-Tel est officiellement le fonds d'investissement de la CIA. Donc c'est pas une blague, c'est complètement officiel. Vous trouverez encore des gens un peu amateurs pour vous dire que ça c'est une théorie du complot. Non, In-Q-Tel, c'est écrit I-N-Q-T-E-L, est vraiment la branche de Venture Capital, donc de capital investissement dans les jeunes pousses, de la CIA. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point c'est proactif, c'est-à-dire on investit dans les sociétés avant qu'elles deviennent massives. Et ce fut bien sûr le cas. Il y a la prophétie autorisatrice, c'est-à-dire si on a la CIA qui soutient cette société, avec les sénateurs qu'elle contrôle ou qu'elle influence, avec les députés qu'elle contrôle, bien sûr qu'elle va faire fructifier son investissement. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça permet aussi à la CIA d'avoir des financements indépendants. C'est un grand sujet qui n'est pas suffisamment débattu aux États-Unis, par lequel en fait, la CIA, dans ses activités professionnelles, par exemple l'influence financière, voire la création de crises financières en Asie. Dans les années 90, ça avait été un vrai cas où la CIA a été suspectée d'être intervenue dans certaines crises asiatiques. Eh bien, on se retrouve avec une CIA qui contrôle directement ou indirectement des hedge funds, des sociétés, et qui peut, de cette manière, disposer de fonds en dehors du Congrès, en fait, en dehors de tout contrôle du Congrès. Alors, dépêche suivante. À l'ONU, Israël s'oppose avec virulence à l'adhésion palestinienne. Bon, ça, c'était tout à fait prévisible, en tout cas de la part de Netanyahou, dont la politique est ouvertement dédiée à l'empêchement de toute solution à deux États, même si ça commence donc parce que toute action entraîne une réaction, c'est le contraire de sa politique qui est en train d'émerger. Je cite la dépêche, l'ambassadeur israélien à l'ONU a dénoncé avec virulence la requête palestinienne d'adhésion à l'organisation internationale au moment où le Conseil de sécurité commence officiellement à examiner cette démarche au succès plus qu'improbable. C'est la dépêche qui dit ça. Le Conseil de sécurité discute en ce moment de la reconnaissance d'un État Palestine-Asie, a lancé Gilad Erdan à la tribune de l'Assemblée générale, estimant qu'accorder cette demande serait la récompense la plus abominable pour les crimes les plus abominables. Le simple examen de cette requête est déjà une victoire pour ceux qui ont commis et soutenu les attaques sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, a-t-il ajouté. Quelle est la prochaine étape ? Envisager l'adhésion à l'ONU de l'État islamique. On est donc dans la nuance. Mais là, voilà, les blocs des BRICS sont en train de créer une alternative réelle à ça. Et de toute façon, la Chine depuis plusieurs mois, a fait de la solution à deux États sa politique officielle et ferme au Moyen-Orient, et je ne vois pas la moindre raison qu'elle la change. Donc là aussi, c'est une affaire très intéressante à suivre. Du coup, dépêche suivante, les États-Unis bloquent l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Les États-Unis ont mis fin jeudi à l'infime espoir d'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU, mettant sans surprise leur veto au Conseil de sécurité à une revendication fustigée par leur allié israélien en pleine guerre à Gaza. Depuis plusieurs semaines, les Palestiniens, qui ont depuis 2012 le statut
d'États non membres observateurs, donc un statut inférieur au sein de l'ONU, ainsi que les pays arabes imploraient le Conseil d'accepter qu'un État palestinien, déjà reconnu par les majorités de leur capitale, prenne sa place légitime au sein des Nations Unies. Alors je cite, « Accorder à la Palestine une adhésion pleine et entière aux Nations Unies allégerait une partie de l'injustice historique subie par des générations de Palestiniens », a encore plaidé jeudi devant le Conseil Ziad Abu Amer, haut responsable de l'autorité palestinienne. Mais en vain, les États-Unis, qui ont tout fait pour retarder le vote, n'ont pas hésité à recourir à leur droit de veto qu'ils utilisent régulièrement pour protéger leurs alliés israéliens. Le projet de résolution présenté par l'Algérie, qui recommande à l'Assemblée générale que l'État de Palestine soit admis comme membre des Nations Unies, a recueilli 12 votes pour, 1 contre et 2 abstentions. De façon très intéressante, les 2 abstentions sont celles du Royaume-Uni et de la Suisse. Alors, dans le cas suisse, vous savez que la Suisse n'est plus neutre depuis plusieurs années. Elle l'a parfaitement démontré. Elle continue à le revendiquer, mais c'est vraiment une revendication qui est vide aujourd'hui de substance. D'abord, de par le gel, évidemment, des actifs russes dans la guerre en Ukraine. Et puis, bon, maintenant, donc, en l'occurrence, cette abstention, mais d'autres positions récentes de la Suisse envisage même de rentrer dans l'UE maintenant, ça se rediscute. Ce qui, à mon avis, serait une catastrophe pour son intérêt national bien senti, mais qui suis-je pour donner des recommandations à cette fière nation, cependant que la Suisse demeure, comme tout le monde le sait aujourd'hui, la capitale de la haute criminalité financière concernant l'argent détourné par les chefs d'État africains corrompus, qui ne le sont pas tous, certes, mais ceux qui le sont en tout cas, détournent l'argent de leur pays vers la Suisse. Donc de ce point de vue-là, quand on a un pays qui mène la plus grande guerre financière contre le continent africain depuis des décennies, je ne pense pas qu'on puisse l'appeler neutre, mais en l'occurrence, cette position aux Nations Unies souligne que la neutralité suisse est un mythe absolu. On ne saurait le souligner assez. Dépêche suivante, le dôme de fer, principal bouclier d'Israël contre missiles et roquettes. Le système de défense aérien israélien dôme de fer a intercepté des milliers de roquettes depuis sa mise en service en 2011, alors on parle bien sûr essentiellement des roquettes au sucre, les roquettes Qassam, offrant une protection essentielle en période de conflit. Il a largement été utilisé pour protéger les sites militaires et civils de tirs fréquents de roquettes en provenance de Gaza, voilà, et du Liban. Alors là, c'est pas du tout les mêmes roquettes, c'est du roquette du Hezbollah, c'est de la technologie iranienne. Techniquement, on est vraiment plusieurs crans au-dessus. Israël a d'abord développé seul le dôme de fer après la guerre du Liban de 2006, qui a été une défaite, avant d'être rejoint par les États-Unis, qui ont apporté leur savoir-faire en matière de défense et des milliards de dollars de soutien financier. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le dôme de fer qui a intercepté l'essentiel des frappes iraniennes. Ce sont pas parce que ce dispositif fonctionne pas en soi, mais parce que c'est des couches différentes. Et les frappes iraniennes, en l'occurrence, étant des frappes à longue distance, elles ont été interceptées notamment par la Royal Air Force et par les forces armées américaines. Là aussi, pour un coup très important, j'ai oublié de souligner ça dans ma dernière vidéo sur l'escalade entre l'Iran, justement, plutôt la modération, et peut-être même l'absence d'escalade, même si un dérapage reste possible des deux côtés. J'ai oublié bien sûr de souligner l'aspect guerre économique, qui continue à être le cas avec les Houthis, la productivité israélienne. Israël est en récession aujourd'hui. Et beaucoup m'ont fait savoir que oui, quand je disais il y a une guerre économique contre le shekel en Israël, ils m'ont dit non, le shekel s'effondre pas. Je ne peux pas suffisamment insister sur le fait que l'effondrement d'une monnaie, c'est l'aboutissement d'une guerre économique. En fait, forcer un État à soutenir sa monnaie, comme la France avait dû le faire dans l'entre-deux-guerres, comme le Royaume-Uni avait dû le faire, notamment avec les attaques de Soros, et bien déjà, forcer un État à soutenir sa monnaie ou forcer ses alliés à soutenir sa monnaie, c'est déjà en soi quelque chose de très brutal pour l'économie et qui a un coût énorme, même s'il ne se traduit pas par l'effondrement de la monnaie directement. Et donc, on voit, en un sens tant mieux, que les tensions se fassent à l'échelle économique plutôt qu'à l'échelle de l'escalade dans la région, même si Netanyahou aurait voulu que les États-Unis attaquassent l'Iran, ce qui est complètement hors de question maintenant, même si Trump est élu, peut-être même surtout si Trump est élu, puisque même si son beau-fils Jared Kushner est bien entendu pro-Likoud, Trump a un passif, ou plutôt à son actif, une absence de guerre pendant son mandat. Certes, vous allez me dire, c'est que 4 ans, il a quand même assassiné Qassem Soleimani, bon, ça c'est la politique américaine, mais c'est infiniment inférieur à ce qu'a pu faire Barack Obama, à ce qu'a pu faire George Bush, bien sûr, et les faucons autour de Dick Cheney. Donc, je pense que c'est une bonne chose que la guerre se fasse par sanctions et contraintes économiques interposées. Alors justement,
Ça, c'est le point de vue de Trends maintenant. Israël dépense 1 milliard de dollars pour intercepter les drones iraniens lors de l'attaque. C'est le chiffre qui a circulé, en effet. Et là aussi par des sources israéliennes. Toujours des sources israéliennes critiques du gouvernement. Alors, comme je vous l'ai rappelé, inlassablement, les seuls qui peuvent se permettre d'être critiques vis-à-vis du cabinet de guerre, ce sont des Israéliens qui sont soit anciennement mobilisés, soit même mobilisés maintenant, réservistes, hein, et qui donc n'ont pas de complexe d'infériorité particulier à vivre à Miami ou ailleurs, et à se sentir coupables, et donc à surenchérir par le verbe plutôt que par leur présence physique dans leur pays. Et donc toutes ces sources-là parlent et commencent à balancer des trucs. Alors, je vous donne quelques éléments. L'armée israélienne a certainement dépensé plus d'1 milliard de dollars pour intercepter les presque 300 drones et missiles tirés par l'Iran samedi en réponse à l'attentat à la bombe perpétré par Tel Aviv contre le consulat iranien à Damas. Oui, bien sûr, la position de Trend, c'est que c'est un attentat à la bombe. Vous remarquerez là aussi les différences de langage journalistique. C'est pas un terme que vous auriez bien sûr entendu dans le New York Times. Maintenant, je cite la source. Le général Rehem Aminohar, ancien conseiller financier du chef d'état-major de Tsahal, a déclaré « Si nous parlons de missiles balistiques qui doivent être abattus avec un système Arrow, de missiles de croisière qui doivent être abattus avec d'autres missiles, donc le système Arrow, ce n'est pas le dôme de fer, et les drones que nous abattons principalement avec des avions, c'est exact, puis additionnons les coûts, 3,5 millions de dollars pour un missile Arrow, 3,5 millions de dollars, 1 million de dollars pour une fronde de David Sling, et tel et tel coût pour les avions, un ordre de grandeur de 4 à 5 milliards de shekels, donc 1 à 1,3 milliard de dollars. Et ça, c'est ce général Rehem Aminohar, donc j'insiste, ancien conseiller financier du chef d'état-major de Tsahal, il déclare ça sur un site ouvertement anti-guerre en général, limite babacool, antiwar.com. Donc, je n'arrête pas de le répéter, mais tout n'est pas noir ou blanc. Vous avez aujourd'hui, au sein d'Israël, des gens qui sont beaucoup plus modérés, ou en tout cas qui ont gardé la tête froide, et qui ne sont pas forcément fans de la politique de Netanyahou, c'est rien de le dire, qui elle-même est présentée à l'extérieur comme la politique d'Israël, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et de la même façon que la politique intérieure peut déterminer des guerres mondiales, je vous renvoie à l'excellente conférence d'Henri Guillemin, L'autre avant-guerre, où il explique à quel point la politique intérieure française et russe a déterminé la volonté d'entrer dans la Première Guerre mondiale, comme il explique aussi avec brio comment la politique intérieure, en particulier parisienne, pas seulement française, pas généralement française, a déterminé la volonté du Second Empire de Napoléon III d'attaquer l'Allemagne, la Prusse, qu'allait devenir l'Allemagne, et que ces considérations de politique intérieure ont eu des conséquences dont on voit encore aujourd'hui les fructifications ou les usufruits, parce que les conséquences de la guerre de 70, c'est en partie la guerre de 14-18 qui elle-même a comme conséquence la Deuxième Guerre mondiale, qui a comme conséquence la géopolitique actuelle. Le rapport, alors je continue sur le témoignage du général Rehem Aminohar. Le rapport note que l'Iran a probablement dépensé environ 1/10 de cette somme. Voilà, c'est ça le point. Ça, c'est un autre aspect de cet échange entre l'Iran et Israël. C'est que, en effet, toute chose égale par ailleurs, ajusté de la parité de pouvoir d'achat, qui est évidemment meilleure en Iran qu'en Israël, puisque l'inflation, évidemment, est davantage présente en Israël, même si les sanctions sont plus soutenues en Iran. Pourquoi ? Parce que vous avez justement une diaspora